Nous n'allons pas perdre notre temps avec ta pitoyable petite cérémonie de promotion, dit mon père. Mais quand le journal m'a montré au fort de la Reine, avec 2 gardes du corps, maman a appelé, nous devons parler. Réunion de famille demain. Je me suis présentée, avec une surprise. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit, nous n'allons pas perdre notre temps avec ta pitoyable petite cérémonie de promotion. Puis il a haussé les épaules et a tendu la main vers la télécommande comme s'il venait de commenter la météo. C'était un jeudi soir. 3 jours plus tard, je me tenais dans une salle de cérémonie bondée au fort de la Reine, en uniforme de gala bleu, fixant 2 sièges vides au milieu de la rangée pendant que tout le monde autour de moi serrait sa famille dans ses bras. Ce qui est drôle avec les cérémonies militaires, c'est qu'elles ont toutes la même odeur, café brûlé, cire pour les sols, parfum bon marché, amidon des uniformes fraîchement repassés. Si vous passez suffisamment d'années dans l'armée, votre corps le reconnaît avant votre cerveau. La pièce était pleine de bruit ce matin-là. Des parents fiers, des épouses ajustant des cols, des petits-enfants grimpant sur des chaises pliantes. Un vieil homme en bretelles pleurait déjà avant même le début de la cérémonie. Et là, j'étais là, 37 ans, 18 ans en uniforme, sur le point d'être promue commandante après avoir gravi les échelons, d'analyste de renseignement enrôlé à officier des opérations au fort de la Reine. Complètement seul. Enfin, presque seul. Mon voisin Henri était venu. 72 ans, sergent-chef de l'armée à la retraite, marchait avec une canne et se plaignait de ses genoux chaque fois qu'il pleuvait, ce qui, en Normandie, était pratiquement tous les 2 jours. Il était assis au fond, tenant un café d'eau Egbert, et m'a fait un petit signe de tête quand je suis entré. Ce signe de tête m'a presque plus brisé que les sièges vides, car au moins quelqu'un s'était présenté. Je n'arrêtais pas de regarder vers les portes, bêtement, comme si mes parents allaient arriver en retard et saluer en s'excusant de l'arrière. Mais ils ne l'ont pas fait. Bien sûr que non. Le colonel Dubois se tenait à côté de moi près de la scène avant le début de la cérémonie. « Ça va, Dubois ?» m'a-t-il demandé doucement. « Absolument, mon colonel. » C'était la réponse de l'armée. Peu importait si votre vie était en feu. Vous appreniez à dire absolument. Il m'a étudié une seconde de plus que je ne l'aurais souhaité. Puis il a dit doucement, « Vous avez mérité ce grade. » Une phrase simple, mais j'ai failli craquer là, car ma famille ne parlait jamais comme ça. Chez mes parents, la réussite était toujours assortie d'une condition. Mon jeune frère Damien achetait un bateau d'occasion, un homme d'affaires de génie. J'ai passé 12 mois en Indochine, eh bien, au moins tu n'étais pas dans l'infanterie. Damien a ouvert une entreprise de lavage de voitures qui a fait faillite, il est entrepreneur. J'ai terminé l'école des officiers en travaillant la nuit et en me remettant d'une blessure de déploiement, tu as toujours été têtu. Rien n'a jamais compté pleinement. Pas vraiment. La cérémonie a commencé à 10 heures précises. Hymne national, discours d'ouverture, promotion, une par une. Je me tenais là, écoutant pendant que les familles applaudissaient leurs fils et leurs filles. Certaines personnes étaient venues de Bretagne, d'Alsace, de Provence. Une grand-mère a apporté des fleurs plus grandes que le pauvre lieutenant qui les recevait. Puis mon nom a résonné dans la pièce. Capitaine Aurélie Dubois, bientôt commandante. J'ai avancé automatiquement, la mémoire musculaire me portant jusqu'au bout. Et c'est là que j'ai revu ces 2 chaises vides. Rangée du milieu. Vue parfaite du podium. Vide. Je me suis soudain souvenu du dernier événement scolaire auquel mes parents avaient assisté pour moi. Ma remise de diplôme de lycée à Rouen. Été 2004. Papa s'était plaint que les chaises pliantes lui faisaient mal au dos. Maman avait passé la majeure partie de la cérémonie à parler du tournoi de football de Damien le week-end suivant. 20 ans. Mon Dieu. Le colonel Dubois a épinglé les feuilles de chêne dorées sur mon uniforme avec soin. Vous faites la fierté de l'armée, a-t-il dit. Les gens ont applaudi. Henri a sifflé fort depuis la dernière rangée. J'ai souri parce que c'est ce que l'on fait quand les gens vous regardent, mais à l'intérieur, je me sentais juste fatiguée. Pas encore en colère. Au-delà de la colère. Avez-vous déjà été blessé suffisamment de fois par les mêmes personnes pour qu'à la fin,
la blessure devienne sourde au lieu d'être vive? C'est ce que je ressentais. Comme de l'arthrite émotionnelle. Après la cérémonie, les familles se sont rassemblées pour prendre des photos à l'extérieur, près des drapeaux. Téléphone sorti, bras autour des épaules. Quelqu'un a fait sauter du champagne et d'une glacière sur le parking, même si je suis presque sûre que cela violait 6 règlements militaires. Je me tenais là, maladroitement, tenant une petite boîte en carton avec mon ancien grade de capitaine à l'intérieur. Henri s'est traîné à côté de moi. « Tes parents ne sont vraiment pas venus ?» a-t-il demandé prudemment. J'ai secoué la tête. « Au diable avec eux » a-t-il marmonné. Puis il m'a tendu une serviette McDonald's pliée car, apparemment, j'avais commencé à pleurer sans m'en rendre compte. Ça m'a fait un peu rire. « Désolé, ai-je dit. Ne t'excuse pas d'avoir des émotions humaines normales, a-t-il grommelé. Une réponse très hanque. Un jeune lieutenant est passé avec sa femme et sa petite fille. L'enfant m'a salué sérieusement avec des doigts collants couverts de glaçage de cupcake. J'ai rendu le salut. Puis je suis montée dans ma Renault Espace et je suis restée assise dans le parking pendant près de 40 minutes. Je n'ai pas démarré le moteur, je suis juste restée assise. Mes genoux me faisaient mal. Ils faisaient toujours mal après être restée debout trop longtemps. L'Indochine, l'école de parachutisme, des années à transporter du matériel comme si j'étais indestructible. J'ai desserré mon col et j'ai regardé le nouvel insigne de feuilles de chêne dorées dans ma paume. Commandante Aurélie Dubois. La Aurélie de 19 ans aurait pleuré de bonheur en entendant ça. À l'époque, je m'étais engagée surtout parce que j'avais besoin de quitter Rouen avant d'y étouffer. Je me souvenais encore du bureau de mon recruteur près du centre commercial de La Chapelle. Les néons bourdonnants, les affiches de l'armée collées de travers sur le mur. Le recruteur m'a demandé pourquoi je voulais m'engager. J'ai failli dire parce que personne à la maison ne me regarde comme si j'avais de l'importance. Au lieu de cela, j'ai dit, j'ai besoin d'un défi. J'ai cherché mon téléphone, ouvert le contact de maman. Mon pouce a plané là pendant longtemps. Puis ma main a commencé à trembler. Pas un tremblement dramatique, juste assez pour m'énerver. J'ai réalisé quelque chose en restant assise dans ce parking. J'attendais des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais il y a des années. Pour eux, je n'étais jamais la réussite, jamais l'importante, juste la fille difficile qui avait rejoint l'armée au lieu de s'installer quelque part à proximité et de rendre la vie pratique pour tout le monde. J'ai appuyé sur « Supprimer ». Son numéro a disparu de mon écran. Et dans ce garage silencieux avec les néons bourdonnants au-dessus, j'ai murmuré quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir besoin d'entendre. Je suppose que c'était juste pour moi. 6 semaines plus tard, une photo d'un briefing sur la cybersécurité du fort de la Reine est apparue dans Le Monde. Je n'étais même pas le sujet principal de la photo. Un haut responsable de la défense se tenait au podium, parlant des attaques contre les infrastructures. J'étais sur le côté en uniforme, examinant des documents, tandis que 2 agents de sécurité armés se tenaient à proximité. C'était tout, une seule photographie. Mais de retour à Rouen, en Normandie, cela aurait aussi bien pu être moi atterrissant sur la Lune. D'anciens amis d'église ont commencé à appeler mes parents. Les voisins se sont soudain souvenus qu'ils me connaissaient. Des gens qui avaient ignoré mon existence pendant des années ont commencé à partager l'article en ligne. Puis, près de 2 semaines après la publication de la photo, mon téléphone a sonné tard un mardi soir. Numéro inconnu de Rouen. J'ai quand même répondu. La voix de ma mère m'est parvenue, douce comme du miel. Ma chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu faisais quelque chose d'aussi important ? J'aurais dû raccrocher dès que j'ai entendu la voix de ma mère. C'est la vérité. Non pas que je la détestais. Cela aurait été plus facile si c'était le cas. La haine est simple, nette. Ce que je ressentais était plus désordonné que ça. Cela semblait ridicule, mais même à 37 ans, une partie de moi voulait encore que ma mère soit fière de moi sans qu'il y ait d'arrière-pensée. Au lieu de cela, elle a dit, les dames de Sainte-Bernadette n'arrêtaient pas de parler de cette photo dans le journal. C'était ça. Pas « comment vas-tu ?» Pas « félicitations ».
Pas même nous avons manqué ta cérémonie. Directement à la réaction du public. Je me suis penchée contre le comptoir de ma cuisine à Versailles et j'ai regardé par la fenêtre vers le parking en bas. La pluie striait la vitre. Quelqu'un promenait un Golden Retriever sous la bruine tout en portant un sac de course sur la tête. Maman, ai-je dit prudemment. C'était juste un briefing de presse. Eh bien, apparemment pas juste un briefing de presse, a-t-elle ri doucement. Ton père a montré cet article à tout le monde. Cela m'a presque étouffée. Mon père, le même homme qui avait qualifié ma cérémonie de promotion de pathétique, agissant maintenant soudainement comme si j'étais une héroïne locale. J'ai fermé les yeux une seconde. Tu es là? A-t-elle demandé. Oui, eh bien. Son ton a changé pour cette voix faussement décontractée que je connaissais trop bien. Nous aimerions beaucoup que tu viennes à la maison pour quelques jours. Ton père te manque. Non, il ne me manquait pas. Mais je l'ai quand même laissé continuer à parler. Elle a mentionné des amis d'église, des voisins, les enfants de Damien posant des questions sur tante Aurélie du journal. Chaque phrase revenait à quel point les gens étaient impressionnés. Jamais une seule fois à quel point ils étaient fiers de moi en tant que personne. Il y a une différence. Les gens de plus de 50 ans comprennent probablement cette différence mieux que quiconque. Au moment où nous avons raccroché, j'avais mal au ventre. Je me suis versé du café éventé de la cafetière du matin et je suis resté là, en chaussettes, à regarder la photo du briefing du fort de la Reine affichée sur mon ordinateur portable. Ce n'était vraiment rien de spécial. Moi en uniforme, des agents de sécurité à proximité, des papiers à la main. Mais à Rouen, en Normandie, la perception était tout, surtout dans les vieux quartiers catholiques où tout le monde mesurait discrètement la vie des autres. Qui avait divorcé? Qui buvait trop? Qui avait perdu de l'argent? Qui avait des enfants qui étaient partis et n'étaient jamais revenus? Et soudain, j'étais devenue utile. Cette prise de conscience m'a pesé lourdement sur la poitrine. Quelques jours plus tard, Damien m'a envoyé un SMS pour la première fois en près de 8 mois. Damien, salut ma sœur, fière de toi. J'ai un petit service à te demander quand tu rentreras. J'ai fixé le message assez longtemps pour que l'écran de mon téléphone s'assombrisse. Puis un autre SMS est apparu. Damien, rien de grave, juste des conseils commerciaux. J'ai ri à haute voix. Pas un rire joyeux non plus. Le genre où l'on réalise que quelque chose de laid se déroule juste devant vous. Damien ne me contactait jamais à moins d'avoir besoin de quelque chose. En grandissant, il avait cette incroyable capacité à échouer vers le haut. 3 faillites, papa blâmait la police. Effondrement d'entreprise. Mauvaise économie. Divorce numéro 2. Elle était folle. Pendant ce temps, si j'obtenais un 14/20 à l'école au lieu d'un 18, ma mère agissait comme si j'avais craché sur la Constitution. J'ai posé mon téléphone et j'ai essayé d'ignorer la sensation rampante dans mon ventre. Mais 2 jours plus tard, les choses ont empiré. Beaucoup plus. Je sortais d'une salle de réunion sécurisée au fort de la Reine quand mon téléphone professionnel a vibré. Numéro interne inconnu. Commandante Dubois. Madame, c'est le conseiller spécial Dubois des affaires juridiques du fort de la Reine. Avez-vous un moment? Cette seule phrase pouvait ruiner la semaine de quelqu'un. Je suis entrée dans un couloir vide. Oui, monsieur. Il y a eu une pause. Puis votre nom a fait surface lors d'une enquête fédérale en cours sur l'approvisionnement concernant Dubois Marine Fourniture et Logistique de Normandie. Mon sang s'est glacé immédiatement. Damien, bien sûr. Je me suis appuyé contre le mur assez fort pour que mon épaule frappe une photo encadrée de l'armée de l'air derrière moi. Quel genre d'enquête? Fausse déclaration frauduleuse liée à la sous-traitance de la défense. J'ai fermé les yeux. Mon Dieu. L'avocat a continué d'un ton neutre et professionnel. Votre frère aurait fait référence à votre poste au fort de la Reine dans de multiples lettres de recommandation. Je n'ai jamais écrit de lettre de recommandation pour Damien. Nous en sommes conscients maintenant. Maintenant, ce mot est resté avec moi. Il a envoyé plusieurs documents pendant que nous parlions.
J'ai ouvert la première pièce jointe avec des mains tremblantes. C'était là. Ma signature contrefaite, mon grade, mon titre, recommandation pour l'examen en tant que fournisseur privilégié. Cela semblait assez convaincant pour me faire peur. Monsieur, ai-je dit doucement. Je n'ai absolument aucune implication dans cette affaire. Nous comprenons votre position, commandante. Cependant, jusqu'à la conclusion de l'enquête, vous devez éviter toute communication directe concernant ces contrats sans avis juridique. Le couloir est soudainement devenu trop chaud. J'ai desserré légèrement mon col. Que se passe-t-il si les enquêteurs pensent que je savais? Longue pause. Alors vous pourriez perdre votre habilitation en attendant un examen. J'ai dégluti difficilement. Et ma pension? Une autre pause. Nous n'en sommes pas encore là. Pas encore là. Merveilleux. Lorsque l'appel s'est terminé, je suis resté dans ce couloir, fixant ma propre signature contrefaite pendant presque une minute entière. 18 ans. Déploiement, fête manquée, cartilage déchiré, divorce, nuit blanche. Tout ce que j'avais construit me semblait soudain fragile. Tout cela parce que Damien voulait jouer à l'homme d'affaires. Ce soir-là, je me suis rendu chez le colonel Dubois à Rennes. Il habitait dans un de ces vieux quartiers en briques, remplis d'officiers militaires à la retraite et de garages méticuleusement rangés. Sa femme m'a donné du café pendant qu'il écoutait tranquillement depuis la table de la cuisine. Quand j'ai fini d'expliquer tout, il s'est penché en arrière dans sa chaise et s'est frotté la mâchoire. Vous savez ce qui est le pire? Ai-je demandé. Je ne suis même pas surprise. Non, a-t-il dit calmement. Vous êtes déçu. C'est différent. Je l'ai fixé. Il a continué. Dubois, dans le travail de renseignement. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui vous a haï depuis le début. Il a montré du doigt la coupure de journal pliée à côté de ma tasse de café. C'est celui qui sourit soudainement après avoir découvert que vous êtes précieuse. Cette phrase a eu un impact fort parce qu'elle était vraie. Pas seulement pour les opérations, mais aussi pour les familles. Une semaine plus tard, ma mère a rappelé, demandant quand je rentrerai à la maison. Cette fois, sa voix sonnait tendue sous la douceur. Trop prudente, comme si elle suivait un script. J'ai finalement accepté de venir pour le week-end, principalement parce que je devais voir Damien en face avant que les enquêteurs fédéraux ne le fassent. Le vol de Paris-Orly à Marseille a été retardé de près de 2 heures à cause des orages sur la Provence. J'étais assise près de la porte 34, mangeant un chili d'aéroport affreux tout en relisant les documents de l'enquête sur ma tablette. Chaque page rendait les choses pires. Faux courrier de recommandation, référence à des relations au fort de la Reine, affirmations selon lesquelles le commandant Aurélie Dubois soutenait personnellement la fiabilité du fournisseur. À un moment donné, Damien avait même copié directement le langage d'un modèle d'approvisionnement de l'armée. Il n'exagérait pas seulement. Il se faisait passer pour une autorité fédérale. Et d'une certaine manière, il pensait que cela était réparable. Pendant que l'embarquement commençait, un autre email est arrivé du service juridique du fort de la Reine. Preuve supplémentaire jointe. Je l'ai ouvert après le décollage. À mi-chemin du vol, j'ai eu mal au ventre. Damien n'avait pas seulement falsifié mon nom. Il avait dit aux gens que je le soutenais personnellement au sein du ministère de la Défense. J'ai regardé par le hublot de l'avion dans des nuages noirs quelque part au-dessus de la Provence et j'ai finalement compris quelque chose. Cette réunion de famille n'était pas une question de renouer. Ce n'était pas une question de guérison. Il s'agissait de sauver Damien. Et si je n'étais pas prudente, ils étaient parfaitement disposés à m'entraîner avec lui. Rouen semblait plus petite chaque fois que je revenais. Pas physiquement plus petite, évidemment, juste usée sur les bords d'une manière qui vous prend au dépourvu une fois que vous avez passé suffisamment d'années loin. L'ancienne zone de l'usine Renault semblait plus grise que dans mes souvenirs. Les devantures de magasins étaient vides le long de la rue du Gros Horloge. Un restaurant que j'aimais étant enfant avait maintenant des planches sur les fenêtres. La pluie brunait sur le pare-brise alors que je conduisais ma voiture de location dans mon ancien quartier, à l'ouest. Petite maison en briques, drapeau de véranda délavé, statue en plastique de la Vierge Marie dans les jardins.
Rien n'avait vraiment changé là-bas. C'était en partie le problème. Mes parents vivaient toujours dans la même maison à plusieurs niveaux où j'avais grandi. Même allée fissurée, même panier de basket tordu sur lequel Damien s'était presque cassé le cou en 4e. Je me suis garée et je suis restée là 1 seconde, le moteur tournant. J'avais déjà mal au ventre. Puis la porte d'entrée s'est ouverte avant même que je n'ai attrapé mon sac. Aurélie. Ma mère s'est précipitée dehors, souriant si largement que cela semblait douloureux. Elle m'a serré fort dans ses bras. Trop fort. La performance avait commencé. Oh mon Dieu, regarde-toi, a-t-elle dit, reculant pour admirer l'uniforme suspendu dans ma housse à vêtements. Tu as l'air si importante maintenant. Maintenant. Un choix de mots intéressant. L'intérieur de la maison sentait le pot-au-feu et le polish citronné. Tout avait l'air presque exactement pareil qu'il y a 15 ans. Même croix en bois au-dessus de l'entrée de la salle à manger. Même photo de famille alignée dans l'escalier. Seulement maintenant, il y avait une coupure de journal encadré posée sur la table basse. La photo du fort de la Reine, en plein centre. Je l'ai juste fixée. Mon père est entré de la cuisine, portant une bière. La voilà, a-t-il annoncé bruyamment. La célébrité du fort de la Reine. Puis il m'a embrassé le dessus de la tête comme si nous avions toujours été proches. Cela semblait si peu naturel. J'ai failli reculer. Tu as faim? A demandé maman rapidement. Long vol. Comment va Paris? Tu travailles avec des sénateurs? Question après question après question. Pas une seule excuse. Pas une seule mention de la cérémonie de promotion qu'ils avaient manqué. Je l'ai remarqué immédiatement. Damien est arrivé 1 heure plus tard, portant un sweat à capuche de l'équipe locale et agissant comme si rien n'allait mal dans le monde. C'était le don de Damien. Il pouvait se tenir dans un bâtiment en feu et se comporter comme si tout le monde réagissait de manière excessive à la fumée. Voilà mon employé fédéral préféré, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Tu n'as qu'un seul frère ou sœur employé fédéral. Exactement. Il sentait légèrement le whisky et l'eau de Cologne chère, essayant trop fort de couvrir l'odeur de cigarette. Nous nous sommes assis autour de l'îlot de cuisine pendant que maman apportait de la nourriture que personne n'a vraiment touchée. Damien continuait de diriger la conversation vers les affaires. Contrat, fournisseur, retard de transport. Finalement, il s'est penché plus près. Alors, hypothétiquement, a-t-il dit avec désinvolture, si quelqu'un exagérait une connexion professionnelle sur des papiers. Je l'ai regardé froidement. Hypothétiquement. Allez, Aurélie. Non, c'est toi qui viens. La pièce est devenue silencieuse. Damien a soupiré dramatiquement et s'est frotté le front. J'essayais de maintenir mon entreprise en vie. Tu as falsifié des documents fédéraux. J'ai emprunté de la crédibilité. J'ai éclaté de rire à cela. Non pas que ce soit drôle. Parce qu'entendre un homme de 42 ans décrire la fraude fédérale comme une décision de CV créative était insensé. Papa a immédiatement interrompu. Maintenant, attends. Personne ne dit que Damien est parfait. Vraiment? Parce que ce serait un changement rafraîchissant. Son expression s'est durcie instantanément. C'était ça. L'ancienne dynamique familiale se remettait en place comme une mémoire musculaire. Damien fait des bêtises. Aurélie devient le problème parce qu'elle le remarque. Maman s'est interposée émotionnellement avant que quiconque ne puisse élever la voix. Nous sommes tous fatigués, a-t-elle dit doucement. Ne faisons pas ça ce soir. Ce premier soir s'est éternisé. À un moment donné, des voisins d'à côté sont passés au hasard après avoir entendu que j'étais rentrée. Au hasard, mon cul. Papa a pratiquement bombé le torse en me présentant. C'est ma fille, Aurélie. Elle travaille avec le président. Je n'ai jamais rencontré le président, papa. Eh bien, tu sais ce que je veux dire. Non, je ne savais pas. La voisine a demandé dans quelle branche je servais. Avant que je puisse répondre, papa a fièrement déclaré, elle est essentiellement une sorte d'agent secret militaire ou quelque chose comme ça.
Je l'ai fixé. Renseignement militaire, ai-je corrigé doucement. C'est ça, des trucs d'espionnage du gouvernement. 18 ans. Il ne savait toujours pas ce que je faisais réellement. Pas vraiment. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit enfin allé se coucher, je me suis tenue seule dans la salle de bain à l'étage, me regardant dans le miroir. La lumière du plafond était trop vive, dure. J'avais l'air fatiguée. Pas vieille exactement, juste usée aux endroits où la vie avait trop appuyé. J'ai ouvert le robinet pour étouffer le son quand j'ai commencé à pleurer. Mes genoux me lançaient à cause du vol. Je m'en suis frotté indistraitement en regardant une vieille photo encadrée posée à côté de l'armoire à pharmacie. Moi et mon ex-mari, Julien, à un banquet militaire presque 10 ans plus tôt. J'étais plus mince à l'époque. Plus heureuse aussi, peut-être. Du moins, j'avais l'air plus heureuse. Julien plaisantait en disant que l'armée aurait mon corps et que ma famille aurait les restes. Il s'avère que ma famille ne voulait pas non plus des restes. Je me suis essuyé le visage et j'ai ri amèrement de moi-même. 37 ans, commandante dans l'armée de terre française, pleurant dans ma salle de bain d'enfance comme une adolescente. Le lendemain matin, les choses ont empiré, beaucoup plus. Maman a passé le petit déjeuner à parler des ragots de l'église pendant que papa lisait la section sportive du journal de Rouen comme si rien n'avait d'importance. Damien a finalement descendu les escaliers vers 10 heures, vêtu d'un jogging. « Salut », m'a-t-il dit doucement. « On peut parler dehors ?» Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière pendant que le vent froid d'octobre faisait claquer les feuilles mortes dans le jardin. Pour la première fois depuis mon arrivée, il avait l'air vraiment nerveux. « J'ai besoin d'aide », a-t-il admis. « C'est ça. Aurélie, écoute. » « Non, c'est toi qui écoutes. Le service juridique du fort de la Reine m'a déjà contacté. » Son visage a perdu toute couleur immédiatement. « Ils t'ont vraiment appelé ? » « Oui. » Damien a regardé vers la clôture. « Je n'ai jamais voulu que ça prenne cette ampleur. Tu as falsifié des documents fédéraux. J'étais désespérée. Tu as utilisé mon nom. Parce que les gens te respectent. » Cette phrase m'a rendu inopinément en colère. Non pas parce qu'elle était fausse. Parce que personne dans cette famille ne me respectait tant que d'autres personnes ne l'avaient pas fait en premier. Damien s'est penché en avant. Si ça s'effondre, je perds tout. Tu aurais dû y penser plus tôt. Mes enfants pourraient perdre la maison. C'était ça. La tactique de l'otage émotionnel. Quand la culpabilité échouait, la famille utilisait les enfants comme des armes. Je me suis levée avant de dire quelque chose de cruel. Cet après-midi-là, j'ai entendu mes parents parler en bas pendant que je portais du linge devant l'escalier du sous-sol. La voix de papa flottait vers le haut. « Dis-lui de signer ce dont Damien a besoin. » Maman a répondu nerveusement, « Et si elle refuse ?» Papa a reniflé, « Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Elle est divorcée, sans enfant, de l'argent qui dort à la banque. » J'ai figé. Puis il a ajouté la phrase qui a tout changé. « Et si elle ne veut pas aider, la famille s'assurera que les gens sachent qu'elle nous a tourné le dos. » Quelque chose en moi est resté complètement immobile après cela. Pas de rage, pas de chagrin, de la clarté. Cette nuit-là, allongée dans mon ancienne chambre, écoutant la chaudière s'allumer et s'éteindre, j'ai enfin compris quelque chose. Il ne me demandait pas de sauver Damien. Il me demandait de me sacrifier pour Damien, comme je l'avais toujours fait. Seulement cette fois, le coup pouvait détruire toute ma vie. Le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, je me suis assise dans ma voiture de location devant un café Columbus près de l'autoroute A13 et j'ai passé un appel téléphonique. « Service des enquêtes criminelles de la Défense », a répondu la femme. J'ai pris une lente inspiration. « Ici le commandant Aurélie Dubois », ai-je dit. Je suis prête à coopérer pleinement. Le dîner du dimanche chez Damien a commencé à 16h et sentait déjà la bière à 15h30. C'était plutôt habituel pour mon frère. Sa maison était située dans un cul-de-sac d'un de ces nouveaux lotissements de Rouen construits pendant le boom immobilier, avant que tout ne s'effondre. Revêtement en vinyle,
PQPS surdimensionné, décoration de squelettes en plastique toujours posés sur les porches 2 semaines après Halloween parce que personne ne s'était donné la peine de les enlever. Je me suis garée à un demi-pâté de maison et je suis restée dans la voiture 1 minute, regardant les gens rentrer par la porte d'entrée de Damien, portant des gratins et des chaises pliantes. Réunion de famille. C'est ce que ma mère appelait ça. Mais tout le monde savait ce que c'était vraiment. Une performance. Damien voulait des témoins autour de lui. Des boucliers humains. Si suffisamment de parents remplissaient la pièce, peut-être que personne ne poserait de questions difficiles. J'ai vérifié ma montre. 16h07. Puis je suis sortie de la voiture, vêtue de mon uniforme militaire de cérémonie. L'air froid m'a frappé le visage immédiatement. Ce qui est drôle avec les uniformes militaires. Les gens y réagissent avant même que vous ne parliez. Certains se redressent automatiquement, d'autres sont mal à l'aise, et certaines personnes vous voient soudainement comme précieuse. Quand j'ai marché le long de l'allée, portant un dossier sous mon bras, les conversations se sont ralenties près du garage. Ma cousine Léa a cligné des yeux 2 fois. Mon Dieu, Aurélie, a-t-elle dit, tu as l'air officielle. Apparemment, c'est ma personnalité maintenant. Quelques personnes ont ri nerveusement. À l'intérieur de la maison de Damien, ça ressemblait à toutes les réunions de famille du Sud-Ouest réunies. Match de rugby à la télé, barquette en aluminium de lasagne, table pliante, bouteilles de bière partout, quelqu'un qui se disputait sur la politique dans la cuisine. Ma mère s'est précipitée immédiatement. Oh, ma chérie, tout le monde est si content que tu sois venue. Elle m'a embrassé la joue et a murmuré, s'il te plaît, garde ton calme aujourd'hui. Choix de mots intéressants. Garde ton calme, point. Comme si j'étais la dangereuse. Papa se tenait près de la cheminée, faisant la cour à 3 hommes plus âgés de l'église. Dès qu'il m'a aperçu, son visage s'est illuminé. La voilà, a-t-il annoncé bruyamment. Ma fille du fort de la reine. J'ai failli tressaillir en entendant ça. Non pas que ça me faisait encore mal, mais parce que ça sonnait si faux. Il a passé un bras autour de mon épaule et a commencé à me présenter comme si j'étais une sorte de trophée. C'est la commandante Aurélie Dubois, opération cybernétique. Il le disait fièrement maintenant. Il a appris l'expression récemment, apparemment. Un des hommes plus âgés a hoché la tête respectueusement. Eh bien, merci pour votre service, commandante. Cette partie me touchait toujours. Les étrangers respectaient mon service plus que ma propre famille ne l'avait jamais fait. Damien est apparu, portant une bière et souriant trop largement. C'est ma sœur, a-t-il dit bruyamment. Probablement la personne la plus intelligente de tout le ministère de la Défense. Ce n'est absolument pas vrai. Toujours humble, aussi. Il a continué à parler avant que je ne puisse répondre. Vous devriez entendre le genre de projets sur lesquels elle travaille. Des trucs classifiés. Vraiment de haut niveau. J'ai remarqué quelque chose alors. Damien transpirait légèrement. Pas assez visiblement pour que la plupart des gens le remarquent, mais je l'ai fait parce qu'en dessous de toute la performance et du charme, il avait peur. Bien. Le dîner s'est éternisé pendant plus d'1 heure. La télévision est restée forte. Les enfants couraient dans le couloir. Les gens se passaient la purée de pommes de terre en faisant semblant que tout était normal. Pendant ce temps, Damien continuait à mentionner nonchalamment de futures opportunités commerciales. Une fois ce prochain contrat conclu, nous serons enfin en bonne forme. Le travail gouvernemental demande de la patience, mais les relations comptent. Relations. Il continuait à me regarder à chaque fois qu'il prononçait ce mot, essayant de me faire pression silencieusement pour que je joue le jeu. À un moment donné, ma mère s'est penchée et a chuchoté, peut-être qu'après le dîner, toi et Damien pourrez arranger les choses en privé. Je l'ai regardé, tu veux dire le couvrir en privé? Son sourire a disparu immédiatement. De l'autre côté de la table, papa a soudainement levé sa bouteille de bière. Je veux juste dire quelque chose, a-t-il annoncé. Tout le monde a regardé. Je sais que les familles traversent parfois des périodes difficiles, mais voir Aurélie dans ce journal, il a secoué la tête fièrement, m'a fait réaliser à quel point nous sommes bénis.
Il y a eu des murmures d'accord dans la pièce et quelque chose en moi s'est finalement libéré. Pas émotionnellement, stratégiquement, parce que soudain, j'ai compris tout le jeu. Il ne voulait pas la vérité. Il voulait le rétablissement du confort. Il voulait que Damien soit protégé, que leur réputation soit protégée, que leur petite image d'eux-mêmes soit protégée, et il s'attendait à ce que je les aide à la maintenir. J'ai posé ma fourchette avec précaution. En fait, ai-je dit calmement. Il y a quelque chose que tout le monde devrait probablement entendre. La pièce s'est tue presque immédiatement. Le visage de Damien s'est crispé. Je me suis levé lentement. 18 ans dans l'armée vous apprennent à contrôler votre respiration sous pression. Une compétence utile. Il y a 3 semaines, ai-je dit d'une voix égale, j'ai moi-même contacté le service des enquêtes criminelles de la défense concernant des documents frauduleux liés à l'entreprise de Damien. Silence complet. On pouvait entendre le match de football de l'autre pièce. Damien a ri nerveusement. D'accord, attends. J'ai ouvert le dossier et j'ai placé plusieurs documents imprimés sur la table à manger. Lettre de recommandation falsifiée, ma fausse signature, référence du fort de la Reine. J'ai regardé les parents se pencher pour les lire. Le visage de ma mère est devenu blanc. Papa a fixé les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Damien a finalement craqué. Tu as agi dans mon dos. Tu as falsifié des documents fédéraux. J'essayais de survivre. Tu as entraîné mon nom dans une enquête fédérale. Tu es ma sœur. C'était encore là. Ce mot, sœur. C'est drôle comme la famille ne compte que quand ils ont besoin de quelque chose. Damien s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière. Tu penses que tu es meilleur que tout le monde maintenant parce que tu portes cet uniforme. Alors pourquoi fais-tu ça? Ma voix est restée calme. Parce que si je l'élevais, ils se concentreraient tous sur ma colère au lieu de ses actions. Je fais ça parce que j'ai passé 18 ans à protéger ma carrière pendant que cette famille la traitait comme une blague. Papa a claqué sa main sur la table. Ça suffit. Je me suis tournée vers lui lentement. Non, papa. Tu as eu assez d'opportunités. Ma mère a commencé à pleurer doucement. De vraies larmes, aussi. Cette partie m'a presque eu. Presque. Puis la sonnette a retenti. Personne n'a bougé. Damien avait l'air terrifié maintenant. La sonnette a retenti à nouveau. J'ai parlé sans le quitter des yeux. Je leur ai demandé de venir ce soir. Maman a haleté doucement. Damien a murmuré, oh mon Dieu. Papa m'a regardé comme s'il ne reconnaissait soudainement plus sa propre fille. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. 2 enquêteurs du secte se tenaient dehors à côté d'un agent du fisc en par-dessus sombre. Professionnel, calme, pas de veste de raid dramatique, pas de bêtises télévisées, juste des papiers et des conséquences. Un enquêteur a hoché la tête poliment. Commandante Dubois, merci d'être venue. Derrière moi, toute la maison était devenue silencieuse. Les parents plus âgés semblaient abasourdis. Les enfants jetaient des coups d'œil nerveux depuis le couloir. Damien avait l'air de vouloir vomir. L'enquêteur principal est entré prudemment. Monsieur Daniel Dubois. Damien n'a pas répondu. Mon père a finalement explosé. Tu as embarrassé cette famille. Les mots ont résonné dans la pièce. Pendant 1 seconde, personne n'a respiré. Puis je l'ai regardé calmement et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai dite de tout le week-end. Non, papa. Ma voix sonnait plus fatiguée qu'en colère. J'ai juste apporté à cette famille la seule chose que personne ici n'a jamais voulu me donner. Il m'a regardé. La vérité. Personne n'a parlé après ça. Ni Damien. Ni maman, pas même mon père. Et debout là, dans mon uniforme de cérémonie, tandis que les enquêteurs fédéraux commençaient tranquillement leur travail derrière moi, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais libre. J'ai quitté Rouen avant le lever du soleil le lendemain matin. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas laissé de mots.
J'ai juste chargé mon sac de voyage dans la voiture de location pendant que le vent froid de novembre poussait les feuilles mortes sur l'allée de mes parents. Le quartier était encore sombre, à l'exception d'une lumière de Porsche de l'autre côté de la rue et de l'enseigne rouge brillante de Sainte-Bernadette à quelques pâtés de maison. Pendant une seconde, je suis restée assise, les mains sur le volant, fixant ma maison d'enfance. La maison à plusieurs niveaux semblait plus petite maintenant, plus vieille, fatiguée. Honnêtement, mes parents aussi. C'était la partie dont personne ne vous prévient quand vous passez des années en colère contre votre famille. Un jour, vous levez les yeux et vous réalisez qu'ils ont vieilli pendant que vous étiez occupé à leur survivre. La lumière de la cuisine s'est allumée à l'étage. Probablement ma mère. J'ai presque fait demi-tour. Presque. Puis mon téléphone a vibré. Message de l'enquêteur principal du secte. Merci encore pour votre coopération, commandante Dubois. Cela a réglé la question. J'ai démarré le moteur et je suis parti. Le soleil se levait à peine sur l'autoroute A13 quand je me suis arrêté à une aire de repos près de Caen pour prendre un café. Mes genoux me faisaient déjà mal à cause de la route. La pluie revenait, le genre de matinée grise de Normandie qui semble permanente. Je me tenais près des distributeurs automatiques, buvant un café affreux dans un gobelet en carton, et j'ai soudain réalisé quelque chose d'étrange. Ma poitrine ne se sentait plus serrée. Pendant des semaines, j'avais porté cette pression en moi. Peur, culpabilité, colère, tout s'en mêlait. Maintenant, il n'y avait plus que l'épuisement. Un épuisement propre. Comme après une opération après une garde de 12 heures. Les conséquences sont venues lentement après cela. Les affaires fédérales prennent du temps. Damien m'a appelé 17 fois le mois suivant. Je n'ai jamais répondu. Certains messages vocaux étaient furieux. Certains en pleurs. Quelques-uns ont essayé la culpabilité. Maman est en état de choc. Les enfants ne cessent de poser des questions. Tu as tout détruit pour des papiers. Ce dernier m'a presque fait rire. Des papiers. Seul Damien pouvait décrire une fraude fédérale comme une contravention de stationnement. Finalement, son avocat lui a conseillé de cesser de me contacter. Bon conseil. 3 mois plus tard, Damien a accepté un accord de plaidoyer lié à une fausse représentation commerciale frauduleuse et à des documents d'approvisionnement falsifiés. 3 ans de prison fédérale. Son entreprise s'est effondrée avant même le prononcé de la peine. La plupart des employés sont partis en quelques semaines. Sa 3e femme a demandé le divorce 6 mois plus tard. Apparemment, la ruine financière fait disparaître rapidement les âmes sœurs. De retour à Rouen, la nouvelle s'est répandue comme toujours dans les vieilles communautés paroissiales. Doucement au début, puis partout. Mon père a cessé de faire du bénévolat pour les collectes de fonds de la paroisse après que les gens aient commencé à poser des questions. Maman assistait toujours à la messe tous les dimanches, mais une de mes cousines m'a dit plus tard qu'elle avait commencé à s'asseoir près du fond au lieu des premiers rangs qu'elle aimait auparavant. Je n'ai rien célébré de tout cela. Cette partie compte parce que les gens pensent que la vengeance est excitante. Généralement, elle est juste triste, surtout quand les personnes qui vous blessent sont aussi celles qui vous ont appris à faire du vélo ou vous ont conduit à l'école quand vous aviez la grippe. La vie se complique quand les mêmes mains qui vous ont déçu vous ont aussi autrefois soigné. En janvier, j'ai emménagé complètement dans une maison de ville à Versailles, en Île-de-France. Quartier calme, trottoir en briques, fonctionnaires fédéraux à la retraite partout. On pouvait entrer dans la moitié des cafés à proximité et entendre des conversations sur les pensions, les opérations du dos ou les contrats gouvernementaux. Honnêtement, j'aimais ça. Pour la première fois depuis des années, ma maison semblait paisible. Pas de culpabilité, pas de drame familial soudain, pas d'embuscade émotionnelle qui attendait derrière chaque appel téléphonique. Un samedi après-midi pluvieux, j'ai soigneusement déballé mon uniforme de cérémonie et je l'ai accroché dans le placard du couloir. Puis, j'ai placé une petite plante serpent en pot près de la fenêtre. Une petite chose qui coûtait probablement 15 €. Mais en me tenant là, regardant cette plante assise au soleil, j'ai réalisé quelque chose. Tout dans cette maison m'appartenait. Chaque moment calme, chaque meuble, chaque décision.
Personne ne me demandait plus l'accès à ma vie. Quelques semaines plus tard, je suis allée voir Henri. Il a ouvert la porte, vêtu d'un jogging, de grosses lunettes et d'un sweat de l'armée plus vieux que certains soldats en service actif. « Tu as l'air terrible », a-t-il dit immédiatement. « Ravi de te voir aussi. » Il a grogné et m'a fait signe d'entrer. Nous nous sommes assis dans son atelier de garage, buvant du café pendant que la pluie tapait doucement contre la porte métallique. Je lui ai finalement tout raconté. L'enquête, Damien, mes parents, tout. Henri a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a fixé son café pendant un long moment. Puis il a dit doucement, « Tu as fait la chose honorable. » J'ai détourné le regard. Cela ne me semblait pas honorable, cela me semblait solitaire. Peut-être qu'il a vu cela sur mon visage car il a ajouté, « Le problème, c'est que les choses honorables font généralement mal. » Cette phrase m'a frappé plus fort que tout le reste. J'ai commencé à pleurer presque immédiatement. Pas des pleurs bruyants. Juste des pleurs de fatigue. Le genre qui sort après s'être retenu trop longtemps. Henri a fait semblant de ne pas le remarquer. Bien, ma fille. Ma mère a continué à me laisser des messages vocaux pendant des mois. Certains apologétiques, certains manipulateurs, certains les deux à la fois. Un message disait, « La tension artérielle de ton père n'a pas été bonne depuis tout ça. » Un autre, « Nous avons fait de notre mieux. » Celui-là m'a le plus dérangé parce que parfois « nous avons fait de notre mieux » est vrai et n'est toujours pas suffisant. Au printemps, je lui ai finalement envoyé une lettre. 3 pages, pas de cris, pas d'accusation. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle resterait en bonne santé. Et je lui ai dit que je ne participerais plus à des relations où l'amour n'apparaissait que lorsque quelqu'un avait besoin de quelque chose de moi. Puis je lui ai souhaité la paix. C'était tout. Pas de fin dramatique. La vraie vie vous en donne rarement. En octobre dernier, presque un an après tout ce qui s'est passé, je me promenais dans le vieux Versailles par un après-midi froid quand je suis passée devant un groupe de femmes vétérans plus âgées assises devant un café, riant autour d'un café. Armée de terre, marine, armée de l'air. Cheveux gris, mauvais genoux, rire bruyant. Une femme m'a vu regarder et a levé sa tasse de café vers moi. J'ai souri en retour automatiquement. Et debout là, sous les arbres d'automne orange, avec la circulation qui roulait lentement sur la rue Royale derrière moi, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé comprendre des années plus tôt. Je n'étais pas seule. Je ne l'ai jamais vraiment été. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai pensé que la force signifiait endurer des gens qui continuaient à me blesser parce qu'ils partageaient mon nom de famille. Il s'avère que la force peut aussi signifier s'éloigner paisiblement. Je n'ai pas gagné contre ma famille. J'ai juste finalement arrêté de perdre contre eux.